Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Ces derniers temps, dans les médias américains, européens, les reportages sur la province de Xinjiang, en Chine, s'enchaînaient avec une impressionnante régularité. Le thème est toujours le même. Les musulmans ouïghours du Xinjiang seraient victimes d'une terrible répression. Pire encore, les médias français n'hésitent pas à parler d'un génocide ethnique. L'utilisation de ce terme n'a bien sûr rien d'anodin. Que se passe-t-il vraiment au Xinjiang? Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir deux invités pour nous donner leur point de vue. Un Français qui s'est rendu plusieurs fois au Xinjiang, Monsieur Maxime Vivas. Bonjour Maxime. Bonjour Zengoli, bonjour. Bonjour. Voilà, au contraire de beaucoup de journalistes français qui écrivent des articles sur Xinjiang sans jamais y avoir mis les pieds, vous connaissez bien cette région et vous avez même écrit un livre à son sujet avec votre épouse. Alors, nous allons parler du Xinjiang avec vous dans un instant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mon deuxième invité, c'est politologue et économiste Ding Yifan, que vous connaissez forcément. Bonjour. Lui aussi, il a fait ses études en France, il a obtenu son doctorat à Sciences Po à Bordeaux. Il connaissait bien la France, l'Europe, les États-Unis aussi, mais bien sûr, surtout la Chine. Voilà, bonjour Monsieur Ding Yifan. Bonjour. Voilà, ma première question est à vous. Pourquoi subitement une telle couverture médiatique autour de Xinjiang? Que se passe-t-il exactement au Xinjiang? Une épuration ethnique a-t-elle vraiment lieu actuellement à Xinjiang? Non, c'est pour cela que j'ai été un peu surpris de constater qu'il y a une campagne de propagande à l'égard du Xinjiang sous prétexte de la persécution et même de la génocide de la population ouïghour. En fait, je pense que, en dernier ressort, cette campagne de propagande est probablement en relation avec la sortie d'une loi de sécurité internationale à Hong Kong. Parce que depuis la sortie de cette loi, eh bien, les médias occidentaux ne cessent de fabriquer, en fait, c'est à partir de rien, carrément, ils sont en train de fabriquer des histoires sur la Chine. En fait, oui, à Xinjiang, la situation est plutôt calme depuis 2 ou 3 ans. Effectivement, il y a eu un moment où la région autonome de Xinjiang était très très stable. Il y a eu souvent des mouvements d'attaques terroristes, etc. Mais après des années d'éducation, en fait. En plus, nous avons formé des classes de formation et des classes d'éducation, etc., qui étaient des formes d'entraînement suffisamment efficaces pour calmer la situation. Mais cette classe de formation a été calomniée, a été critiquée, accusée d'être des camps de concentration. N'empêche, après la formation de ces jeunes Ouïghours, etc., maintenant, la situation est plutôt très calme à Xinjiang. Je pense que cette campagne de propagande sert probablement à susciter aussi des remous, voire même des mouvements de terroristes à Xinjiang. Même après ces classes de formation et des classes d'éducation, et maintenant, Xinjiang est plutôt calme, plutôt stable. Je pense que même cette campagne de propagande ne pourrait rien faire, ne pourrait pas susciter, par exemple, l'enthousiasme des terroristes à Xinjiang. Non, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas, mais non. Vous voyez, certains médias, mais certaines associations aussi, hein, par exemple, l'association des Juifs en Angleterre a même protesté auprès de l'ambassadeur chinois à Londres, disant que un génocide à Xinjiang est en train de lieu. Que répondez-vous? Mais en provenance d'une association des Juifs,
ça me fait rire. Par contre, il ne faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs étaient expulsés par pratiquement tous les pays européens, y compris les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier qu'un bateau expédié par les Allemands avec plus de 900 Juifs à bord, le bateau a traversé l'Atlantique pour essayer d'accoster d'abord le Canada, puis les États-Unis, le Cuba, etc. Partout, le bateau a été refusé. Le bateau est retourné en Europe, puis plus de 600 de ces 800 Juifs à bord de ce bateau Saint-Louis ont trouvé la mort finalement camp de concentration en Allemagne. Mais finalement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que la Chine qui avait accueilli des dizaines de milliers de Juifs en refuge pour échapper à la persécution en Europe. Donc, aujourd'hui, l'accusation en provenance des Juifs était vraiment ingrate. À part ce genre d'accusation, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, entre l'État d'Israël et la population palestinienne, pour se rendre compte que finalement, vis-à-vis de la population musulmane, les Juifs n'ont pas de droit de réclamer la justice. Il suffit de penser à cela pour réaliser que finalement, lorsque des Juifs pleurent le sort des musulmans, ça me fait penser au jeu des chats qui pleurent le sort des pauvres souris. Je tourne vers vous, Monsieur Vivas. Alors, vous avez été rendu au Xinjiang, pas comme les journalistes, d'autres journalistes français qui écrivent sur Xinjiang. Monsieur Vivas, pouvez-vous nous décrire un peu la situation là-bas que vous avez vue? Bon, j'y suis allé 2 fois, et 2 fois c'était un voyage d'études journalistiques. Donc, j'ai pas fait de tourisme, j'ai regardé des choses, j'ai vu beaucoup de choses. Alors en France, on me dit, tu as vu ce qu'on a bien voulu te montrer. Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Mais aussi, je vois des choses que je peux déduire en tant que journaliste et en tant qu'individu moyennement intelligent. Alors, ce que j'ai vu, d'une part, parce que j'y suis allé en 2016 et en 2018, donc j'ai vu dans les 2 ans. 2008, il y a juste 2 ans. Hein. Voilà, donc j'ai vu le dynamisme extraordinaire de cette région, qui a été une région pauvre, peut-être un peu en retard par rapport à d'autres régions, mais qui était, mais là, qui rattrape, c'est considérable. On voit partout des choses, des villes, des immeubles, des maisons, des routes qui se font, et c'est extraordinaire, parce que moi je suis allé aussi il y a quelque temps en Grèce, un pays d'Europe. La Grèce qui a été en difficulté, comme vous savez, et qui a été étranglée par l'Union européenne. L'Union européenne l'a étranglée. Et quand moi j'étais en Grèce, j'ai traversé la Grèce et j'ai vu des villages, il y a des villages où depuis 2 ans, on ne construisait même plus une maison. Voilà, c'est extraordinaire la différence. Donc ce que j'ai vu au Xinjiang, c'est ce dynamisme-là, porté par une population, et puis certainement organisé par le gouvernement de la région autonome du Xinjiang, et par Pékin sans doute aussi. J'ai vu ça, c'est extraordinaire, c'est très très fort. J'ai vu des usines, j'ai vu des écoles, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis ce que j'ai ressenti aussi, je parle là en 2018, j'étais avec ma femme, et donc nous avons passé 12 jours là-bas, et j'ai vu quand même qu'il y avait une tension, parce que si, comme l'a dit très bien tout à l'heure M. Ding Yifan, ça s'est calmé beaucoup, le terrorisme, il n'y a plus d'acte de terrorisme, mais le danger potentiel est toujours là. Notamment parce qu'il y a des Ouïghours qui sont en Syrie, chez Daesh, et qui peuvent retourner, qui peuvent revenir, et puis bon. Le danger est là. Et ça, je l'ai vu parce qu'en fait, quand on voyage au Xinjiang, il y a des checkpoints. J'ai vu aussi, pendant notre voyage, on était toujours, ma femme et moi, accompagnés par un policier en civil, mais armé, avec un pistolet. Hein. On était toujours accompagnés par un médecin. Et quand on partait un peu à la campagne, on était accompagné par une ambulance. Ça veut dire qu'en fait, nos amis chinois avaient peur un peu pour nous d'un éventuel attaque terroriste. Il y avait ce risque, voilà. Et puis j'ai vu aussi, ça m'a beaucoup frappé, le risque existe. Il existe, mais effectivement, on ne sent pas dans la population une hostilité telle que voudraient nous la décrire les
les journaux français, parce qu'en fait, là, vous le disiez, la campagne sur les Ouïghours n'est pas tout à fait récente. Ça fait déjà des années. Mais là, d'un seul coup, effectivement, vous l'avez dit, elle a pris une ampleur extraordinaire, extraordinaire. Le journal Libération a fait sa une sur les génocides. Et puis tous les médias parlent de ça. Ce qu'on voit là sur le Ouïghour, c'est un peu ce que j'avais vu sur le Tibet quand j'avais été en 2011. On racontait des choses comme ça déjà. C'est un peu ça. La culture tibétaine était éradiquée, les religieux, les croyants étaient interdits de pratiquer la religion. On racontait ça, c'est pas vrai, mais on le disait déjà. Merci ce témoignage. Alors, je retourne vers vous, Tinifan. Pourquoi les médias français occidentaux donnent une telle image de Xinjiang? C'est dans quel but, justement? Qui dit vrai et qui dit faux, d'abord? Et puis, comment expliquez-vous que puissent exister des regards aussi différents sur la situation de Xinjiang? Comment peut-on mentir à un tel point? Bon, je ne veux pas deviner l'intention réelle derrière les images et surtout les fausses images. En fait, parlant de Xinjiang du Tibet, on a plus qu'une fois remarqué que les médias occidentaux, y compris les médias français, utilisent des fausses images. Par exemple, sur l'origine de Covid-19, ils ont une image des marchés indonésiens pour dire que c'est dans le désordre de l'image du marché des animaux vivants en Chine. Mais en fait, ce sont des images complètement truquées. Ce sont des images, oui, ce sont des images truquées, ce sont des images d'autres pays asiatiques, mais qui ne sont pas en Chine. De même que lorsqu'il parlait des événements au Tibet, ils avaient l'habitude de montrer des images au Népal, etc., dans les pays himalayens, etc. En fait, c'est déjà de la routine. De la routine. On connaît ce genre d'histoire parce que les Européennes ou la population européenne est censée ignorer complètement. Elle était incapable de faire la distinction entre les Tibétains, le Népal, les Indiens ou entre les Chinois du Sud et les autres Asiatiques de l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, ils profitent quelquefois des images fausses pour semer de la discorde. Et cette fois aussi sur le Xinjiang, parce que la situation est stable. Et ce rumeur sur la génocide ne tient pas debout, n'a pas de base solide, parce que il ne faut pas oublier qu'à Xinjiang, il y a eu des événements d'émeutes, de bagarres. C'est entre la population ouïghour et la population Han. Mais c'était il y a une dizaine d'années. Depuis ces derniers temps, la situation est calme là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont inventé une telle histoire je pense, pour susciter un peu l'événement. Pour susciter l'événement. Non, pour susciter l'événement, c'est sûr, parce que la situation est tellement calme là-bas. Alors, Monsieur Vivas, apparemment, il me semble qu'en France, en ce moment, il est très politiquement correct de critiquer la politique chinoise au Xinjiang. Donc, beaucoup de politiciens s'en donnent à cœur joie. Mais en vérité, ils ne connaissent rien du tout sur la situation de Xinjiang. Je ne me trompe? Non, alors, non seulement ils ne connaissent rien, mais ensuite, ils vont tous aux mêmes sources. Ils ne vont pas essayer de croiser les informations pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, il suffit qu'une femme d'un comité américain qui est lié à l'ONU dit qu'elle a vu un rapport qui dit que les Ouïghours sont mis dans des camps de concentration pour que la presse dise c'est un communiqué de l'ONU et tout le monde prend ça et le répète et les hommes politiques interviennent, etc. Et puis vous avez aussi, on en a déjà parlé, Ursula Gauthier qui a été la journaliste de l'Observateur en Chine, notamment au Xinjiang, qui a écrit des choses affreuses
qui d'ailleurs Oui. maintenant est rentré en France, son visa n'a pas été renouvelé. Et puis vous avez aussi un Allemand qui s'appelle Adrian Zenz, qui est une sorte d'évangéliste un peu dérangé, et toutes les informations viennent de lui, mais elles ne sont jamais vérifiées. Voilà. Et moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que, par exemple, dans ce que je lis dans la presse, dans ce que me disent les gens avec qui je parle, eh bien, Xinjiang, les mosquées ont été détruites et puis on ne peut pas aller prier. Et moi, j'ai vu que ce n'est pas vrai. Je l'ai vu de mes yeux, vu. Alors, je peux le dire, donc là, on est au niveau du mensonge pur. Et d'ailleurs, l'ambassadeur de Chine à Paris a fait une déclaration, un communiqué qui est très très bien, et où il dit notamment, il dit d'abord que la population des Ouïghours en 40 années est passée de 5,5 millions à plus de 16 millions. Et puis il dit aussi qu'il y a, je le lis, 24 400 mosquées c'est-à-dire plus que dans l'ensemble des États-Unis. Oui. Alors, et moi, je n'ai pas vu toutes les mosquées, mais j'ai vu des mosquées. Et j'ai vu des gens aller prier à la mosquée. Et j'ai parlé avec des Ouïghours qui me disaient que tous les vendredis, ils allaient à la mosquée. Donc, on peut nous dire ce qu'on veut, que la religion est interdite, mais ce n'est pas vrai. Alors ensuite, sur les femmes qu'on avorte, etc., les Français ne savent même pas que la politique de l'enfant unique n'a jamais concerné le Xinjiang. Elle n'a jamais été imposée aux Ouïghours. Les Ouïghours pouvaient avoir 2 enfants, ou plus. Tout à fait, tout à fait. Ni les Ouïghours, ni les autres ethniques minoritaires. Les autres groupes ethniques minoritaires en Chine ne sont pas concernés par ce qu'on appelle le planning familial, donc c'est-à-dire l'enfant unique, etc. Et il suffit de comparer le nombre de la population ouïghour en Chine avant la fondation de la République populaire de Chine en 1949 et maintenant. En 1949, la population ouïghour était à peu près 2 millions, alors que la population totale de Chine à l'époque était à peu près 450 millions. Donc 2 millions ouïghours. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 1 milliard 400 millions de population, et les Ouïghours sont devenus plus de 10 millions. Donc, c'est-à-dire que la population ouïghour s'est multipliée par plus de 5. Plus rapide. Plus de 5. Et par rapport à la population totale de Chine, la population ouïghour augmente plutôt plus rapide que le reste de la population chinoise. Finalement, on n'a pas essayé de restreindre ou de diminuer la population ouïghour en Chine. Au contraire, la population ouïghour a bénéficié plutôt des faveurs du gouvernement central et de façon qu'il y ait un équilibre démographique entre les différentes ethniques du pays. Mais c'est vrai, comme le disait tout à l'heure notre ami Ding Yifan, ils réussissent plus pour l'instant. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle ils veulent dire aux terroristes que le monde entier les soutient, que là il faut y aller. Mais c'est un combat perdu d'avance. Hein. Et puis il y a aussi le fait que la Chine est le concurrent direct et premier des États-Unis d'Amérique. La France, malheureusement, puisque De Gaulle est mort, la France et l'Europe ne sont pas des entités indépendantes, mais enfin ce sont des sortes de filiales, de succursales des États-Unis. Et dans ce cas-là, tout naturellement, notre classe politique, pas toute, hein, mais une grande partie, et nos médias, pas tous, mais une grande partie, prennent systématiquement parti contre la Chine, quoi qu'il se passe en Chine. Quoi que vous fassiez, vous savez que ça ne va pas être bon. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que Xinjiang actuellement, la situation est calme, mais est-ce que le risque de l'attaque terroriste existe encore? Oui, je pense qu'il y a encore une menace potentielle de la réémergence des terroristes, je dirais, et un peu d'un courant religieux extrême dangereux. Ça existe parce que depuis le temps, il y a, en fait, parce que la région de Xinjiang, par rapport aux autres régions de Chine,
étaient plus ou moins sous-développés. Donc, à l'époque, il y a quelques années, lorsque le Daesh, donc l'État islamique, était en pleine effervescence, donc ils ont utilisé des instruments de propagande pour attirer des Ouïghours, pour fournir des combattants dans leurs troupes. Et ils ont dit que finalement, il suffit d'aller participer à des combats pour gagner des sommes d'argent énormes. Ils sont allés là-bas, hein, même à C'est Syrie, ça, des à... milliers de jeunes Ouïghours ont été tentés par cette illusion. Un certain nombre de Ouïghours ont traversé. C'était un itinéraire assez difficile d'ailleurs. Ils ont traversé la Chine pour sortir par la frontière au sud-ouest de la Chine pour rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient. Et cela, c'est un danger potentiel pour la Chine parce que un certain nombre de cette population ouïghour qui avait participé aux troupes de l'État islamique se concentrent dans des régions en conflit, en Syrie, entre Syrie, la Turquie, etc., etc. Il faut les surveiller étroitement pour prévenir contre une éventuelle expansion du terrorisme en Chine. La lutte contre le terrorisme est réelle, est présente, mais alors, qui sont les personnes qui ne ménagent pas leurs forces pour critiquer la Chine et décrivent la lutte de la Chine contre le terrorisme comme une sorte d'épuration ethnique? Qui sont ces gens-là? En fait, le wahhabisme a joué un rôle important dans le développement du mouvement terroriste en Chine. Parce que la population ouïghour, qui a été convertie à l'islam sous la dynastie des Tang, donc au 8e, 9e siècle, parce qu'avant cette période-là, les Ouïghours étaient des bouddhistes. Les Ouïghours vivaient sur l'ancienne route de la soie. Et l'ancienne route de la soie était aussi une voie de communication entre l'Inde et la Chine. Donc le bouddhisme est entré en Chine par la voie de la route de la soie. Et en parcours, la population ouïghour a été convertie au bouddhisme. Et lorsque cette région, l'Asie centrale, etc., a été conquise par les Arabes, ils ont avancé jusqu'au Xinjiang. Et avec le fer et le feu, avec le fer, donc l'épée et le feu, ils ont réussi à convertir cette population ouïghour à l'islam. Cette population musulmane est un islam plutôt modéré. Avant la pénétration du wahhabisme dans le Xinjiang, en fait, il n'y a pas de conflit, ni ethnique, ni culturel, ni religieux entre les Ouïghours, les Han et les autres populations de la région. Depuis les années 1980-1990, le wahhabisme a pénétré la région. Ils ont propagé une espèce d'islam radicaliste. Et cet islam radicaliste avait orienté des jeunes vers des voies vers des voies de violence, d'actes terroristes, etc. C'est pour ça qu'à partir des années 90, nous avons assisté à l'émergence des actes terroristes au Xinjiang. Et maintenant, avec cette forme de classe de formation, etc., nous avons réussi à raisonner les jeunes musulmans, etc., etc. Ils sont revenus à la tradition de l'islam modéré. Donc, on essaie de faire en sorte que l'islam soit préservé, mais l'islam ne se transforme pas en une espèce de religion extrémiste. Et ce n'est que possible que si le Xinjiang suit le pas du développement de toute la Chine, que Xinjiang ne soit pas laissé derrière ce mouvement de développement de toute la Chine. Et M. Vivas a raison, il a montré que finalement,
depuis une dizaine d'années. Le développement de la Xinjiang, de la région de Xinjiang, est devenu remarquable. Xinjiang se rattrape rapidement avec le reste de la Chine, surtout avec le projet d'investissement, ce qu'on appelle la ceinture et la route, c'est-à-dire les projets de renouvellement de l'ancienne route de la soie. Xinjiang a bénéficié partiellement de l'investissement du gouvernement central dans ce sens. Et pour cela, le Xinjiang se développe depuis ces dernières années assez rapidement. Voilà, ce que nous décrivent Teng Yifan et M. Vivas sont très différents de ce qu'on puisse lire dans les médias occidentaux, médias américains, anglo-saxons ou français. Alors, M. Vivas, d'après vous, que devait faire le gouvernement chinois pour que tout le monde puisse voir la situation à Xinjiang, comme vous, comme Teng Yifan, comme on ne peut pas inviter le monde entier à Xinjiang, c'est évident. Mais comment peut-on montrer le vrai visage de Xinjiang à tout le monde, M. Vivas? Ça va être difficile parce que vous savez que, en gros, l'essentiel des médias dans le monde sont des médias qui sont tenus par les États-Unis, ou en tout cas des médias qui suivent les médias des États-Unis. Donc, ça va être difficile. Du point de vue de la communication et des médias, ils sont les meilleurs depuis très, très, très longtemps. Un exemple un petit peu annexe, ils ont réussi, grâce à leur industrie cinématographique, à convaincre le monde entier que la conquête des territoires américains, c'était les gentils cow-boys contre les méchants indiens. Or, les méchants indiens, il y a eu un génocide. Il n'y en a plus. Ils ont génocidé l'ensemble des populations. Mais dans les films qu'ils envoient, c'est les méchants indiens contre les gentils. Et donc, pour ça, ils sont très très forts. Et je pense qu'actuellement, nous avons le méchant chinois contre le gentil ouïghour, qui n'est pas tout à fait pareil. Il n'a pas le même type. Donc, ça, ils font ça, ils réussissent. Ce que les Chinois ont déjà fait, et dont moi j'ai bénéficié, c'est d'inviter des journalistes pour voir. D'ailleurs, vous devriez inviter des journalistes, des grands médias, des journalistes de Libération, et quand ils sont chez vous, là-bas, au Xinjiang, il faut les interviewer, leur faire dire à chaud ce qu'ils viennent de voir, pour qu'ils ne puissent pas dire le contraire en rentrant. Donc, moi, je crois que c'est un problème très, très difficile. L'ambassadeur de Chine en France a fait un communiqué très, très bien, dans un langage, avec une forme qui passe très bien pour un public français. Malheureusement, les télévisions ne l'ont pas passé. Moi, je crois que peut-être que la solution, c'est que les Chinois continuent à faire ce qu'ils ont à faire, répondent aux attaques quand ils peuvent, et ensuite, je ne sais pas, encourager la production effectivement d'articles, de livres aussi. Il y a des livres à faire, vous savez. Je suis en train de préparer un livre avec une vingtaine d'intellectuels, et vous y êtes d'ailleurs. Je vous ai demandé si vous vouliez y participer. D'ailleurs, M. Dick, je lui demande s'il veut y participer aussi, ce serait bien. Et donc, on a une vingtaine de personnes qui vont faire quelques articles courts pour le livre sur un sujet précis sur la Chine pour dire la vérité au milieu des mensonges. Parce qu'en fait, effectivement, on ment beaucoup, beaucoup sur la Chine. Après mon séjour au Xinjiang en 2018, avec ma femme, nous avons écrit un livre qui devrait être édité. Il va être édité. Nous avons un contrat qui a été signé, mais enfin, on raconte bien tout ce qu'on a vu au Xinjiang, le développement, le dynamisme, les gens qu'on a rencontrés, les usines, les écoles, et tout ça. Et puis aussi, on aborde accessoirement déjà le problème des Ouïghours. Ok, bon, merci beaucoup, M. Vivas. Merci. Et merci aussi à Teng Yifan. J'espère qu'après notre émission, nos chers téléspectateurs puissent connaître un peu mieux la situation au Xinjiang. Merci et à la prochaine.